analysé, réfléchi et échangé. Elle et il ont côtoyé des œuvres littéraires et culturelles, ont rencontré des auteurs et ont participé à la production de la revue de création Panache et de la revue Lettres boréales dédiée à l'œuvre d'Antoine Charbonneau-Demers. Ce sont des étudiantes et des étudiants du programme Arts, Lettres et Communication du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Mon nom est Louis Riopel, je suis enseignant en création littéraire. Mon nom est Sarah-Jeanne Smith, je suis enseignante du cours Intégration en littérature. Et nous sommes honorés de vous présenter la relève littéraire d'ici. La revue Panache donne une voix depuis bientôt 10 ans à l'audacieuse relève littéraire d'ici. L'édition 2021 explore le thème du corps. Le corps, cet espace privilégié de la mise en scène de l'indicible, nous dit Serge Tisseron. Cet indicible, les étudiantes et les étudiants en création littéraire ont tenté de l'exprimer par l'écrit, par la fiction. Nous vous offrons une mise en lecture d'extraits de leur brillante création, accompagnée d'images produite par les étudiants et les étudiantes d'art visuel d'Ariane Ouellette. Bon visionnement! Mardi 18 mai 2020, 190 livres. Le temps commence à se réchauffer. Ça se voit avec les autres filles qui portent de jolies robes, des camisoles et des culottes courtes. Comme je les envie. C'est impossible pour moi. Mes cuisses m'embarrassent. Et je ne peux pas porter une camisole sans que mes gros bras dégoûtants me gênent. Et encore, j'évite le sujet du tas de graisse massif qu'est mon ventre. Alors, je m'habille en mou et je crève sous toutes ces couches. Mes amis et ma mère n'arrêtent pas de me dire « Adèle, tu n'as pas à être gênée de te montrer en vêtements d'été. » C'est facile à dire pour elles. Elles sont minces. Si seulement elles comprenaient ce que ça fait d'être grosse et hideuse. Jeudi 27 mai 2020, 188 livres. Je suis tellement contente. Il y a quelques jours, je pleurais dans les toilettes de l'école car des filles avaient ri de ma corpulence dans le cours d'éducation physique. C'est alors qu'une fille de ma classe trop nice est venue me voir. Elle m'a expliqué comment elle avait fait pour perdre du poids. En fait, c'est simple. Je peux continuer à manger normalement, mais après, je n'ai qu'à vomir ce que j'ai lâchement ingurgité. C'est magique. Je vois déjà des résultats. Je pense que d'ici le début de la prochaine année scolaire, je vais enfin avoir la taille dont je rêve. Mon corps ne sera plus jamais l'objet d'insultes. Mon corps méritera d'être pris en photo. Aujourd'hui, j'ai enfin espoir qu'un jour je me regarde dans le miroir sans fondre en larmes. Vendredi 10 juillet 2020, 177 livres. Ça fait un peu plus d'une semaine que je suis dans cette clinique. Ils m'obligent à manger, puis à rester à leur côté par la suite. Ma grand-mère est passée me voir aujourd'hui. Elle m'a apporté le journal que tenait sa grand-mère à elle, une certaine Élisabeth Lantier. C'est la seule chose que j'ai dévorée depuis longtemps. Mon ancêtre a vécu malheureuse toute sa vie à cause de ses complexes. Pourtant, elle était magnifique, elle était mince. Je le vois bien sur cette photo. C'est fou. À son époque, j'aurais été, pour les autres, une femme attirante. Je refuse d'être condamnée à vivre embarrassée par moi-même. Je refuse que mon corps détermine ma valeur. Je refuse de n'être qu'une coquille vide. Je ne l'aime toujours pas, ce corps, mais je refuse. Elle est devant moi, nue, vulnérable. Je l'observe comme je n'ai jamais observé une de mes victimes. Ses yeux clairs me donnent l'impression qu'elle voit à travers mon âme. J'ai envie de les crever. Sa taille est si prononcée, on dirait une invitation pour la couper en deux, comme s'il y avait une ligne pointillée. Son cou semble si lisse, je veux le sentir craquer entre mes mains. Je ne peux me décider, je ne sais pas comment l'immortaliser. Soudainement, je vois ses joues, ses stupides joues encore teintées de cette couleur passion. J'enrage, je l'ai vu disparu. J'ai à peine eu le temps de mélanger ma peinture pour avoir les bonnes teintes lorsque je saute sur elle et lui prends le visage d'une main. Elle me regarde confuse et paniquée. Je serre ses joues de plus en plus fort. Elle prend mon bras et me frappe en laissant sortir des gémissements de douleur. Je serre si fort qu'elle n'a pas le choix d'ouvrir la bouche. Je me mets au-dessus d'elle et avec mes deux mains, j'agrippe sa bouche par les dents et l'ouvre de toutes mes forces.
Elle me frappe plus fort tandis que ses cris exquis se transforment en une sorte d'étouffement. Ses dents s'enfoncent dans ma peau, sa mâchoire, qui résistait jusque-là, se disloque enfin dans un magnifique craquement qui résonne dans tout son corps. Les commissures de ses lèvres commencent à se déchirer, laissant un son semblable à celui d'un ruban adhésif qui se décolle d'un mur ou comme un velcro mouillé. Le sang coule dans son cou, sa gorge et ses cheveux. Elle tousse, tentant follement de ne pas se noyer dans son sang. La déchirure se rend jusqu'à ses oreilles, ses joues n'existent plus. Il ne reste que des bouts de chair rose avec une petite couche de gras qui pendent, laissant ses dents rougies par le sang, exposées. Je suis satisfait, mais pas complètement. Je décide de l'achever avec une des options de mon analyse, la couper en deux. Je prends un couteau de ma cuisine et la cisaille lentement, profitant de ses derniers gémissements le plus possible. Trempé de son sang épais et chaud, je me lève et finis mon tableau. Je la peins comme ça, son visage déchiré. Je veux qu'elle me regarde, donc je tente de tourner ses yeux, mais ils sont secs et collants. Je dois cracher pour qu'ils glissent dans leurs orbites. Le haut de son corps est orienté vers moi pour que je puisse bien voir les organes qui en descendent. Ses jambes sont un peu plus loin. Par nostalgie, je les remplace par celles de lièvre. Je souris. Ça doit être une de mes plus belles œuvres. Je nage dans un océan calme et bleu royal dont les dangers ont été érodés avant même qu'ils ne deviennent menaçants. Je ne connais pas le sens des mots. Pauvreté, divorce et traumatisme. J'aime ma vie, j'aime ma famille, j'aime mes amis, j'aime ce que j'aime, mais malgré tous ces privilèges qui devraient me fermer la gueule en me la remplissant de bonheur, cet océan s'agite en moi et me monte aux yeux. Une tourmente d'émotions que je ne comprends pas. Je comprends pourtant beaucoup de choses. Je réussis tous mes cours avec brio. Je gagne des prix. Je sais ignorer les insultes. Je comprends que j'aimerais autant m'étendre avec Léa qu'avec Léo. Si je me retrouvais dans la situation improbable où je me dénudais devant quelqu'un, la personne ne vomirait pas. Cependant, un malaise s'inviterait dans la pièce. Le genre de malaise qui empeste les funérailles, quand on doit être désolé pour quelqu'un qui pleure. Ou celui qu'on ressent quand on nous confie un secret qu'on aurait préféré ignorer. Mieux, quand on nous confie un secret qu'on connaît déjà. Le genre de malaise senti lorsqu'on découvre que quelqu'un se mutile. Au début, c'était facile. Une branche, je disais. Je construisais une cabane, je mentais. Dans mon dos, un démon de la nuit. Je blaguais. Je n'ai jamais compté mes cicatrices, mais je sais que les branches, mes compétences manuelles déficientes et mon sommeil turbulent ne peuvent dorénavant plus justifier le relief que j'ai gravé sur mon corps. Une carte du monde s'étend sur mon dos. Un trajet de métro new-yorkais parcourt mon torse. Le désert d'Atacama sillonne mes épaules. Pourquoi? J'ai arrêté d'essayer de répondre à cette question il y a longtemps. Ma santé mentale est un champ de mine que je dois fuir. La revue Lettres boréales présente le fruit du travail du finissant Mathieu Fortier et des finissantes Jade Auclair et Sophie Rivard sur l'œuvre d'un des auteurs les plus prolifiques de sa génération, originaire de Rouyn-Noranda, Antoine Charbonneau de Mers. Antoine est lui-même un diplômé de la cohorte 2011-2013 en littérature du programme Arts, Lettres et Communication de notre cégep. On en est vraiment fiers. Antoine Charbonneau de Mers, c'est entre autres Coco, récipiendaire du prix Robert Clich, Good Boy et le prix du roman gay, la nouvelle La femme à refaire le monde, pour laquelle il a gagné le prix du jeune écrivain au Salon du livre de Paris. C'est aussi Daddy, le premier roman écrit et publié au Québec durant le confinement. Le roman jeunesse Baby Boy, la nouvelle jeunesse Cette sacoche m'appartient, la performance Le cri du cœur d'Antoine Charbonneau de Mers à l'Écor, lieu d'art actuel, et finalement, le balado autobiographique Lettres à grand-môme. Aujourd'hui, nous vous offrons une plongée dans l'œuvre de cet artiste. Dans le roman Good Boy, le personnage parle de son adolescence pendant laquelle sa mère craignait qu'il ait un look trop différent. Je voulais un pantalon coloré.
mais elle avait peur que je me fasse intimider. Elle avait peur que j'ai l'air efféminé. Ce mot-là m'a toujours levé le cœur. Pauvre maman. Il lui levait le cœur autant qu'à moi, parce qu'elle s'en serait bien foutue si elle avait pu. En écartant ici des vêtements qui évoquent la féminité, sa mère tente de le protéger pour ne pas qu'il attire l'attention. Les personnages adolescents dans les romans d'Antoine Charbonneau de Merse ont de la difficulté à s'accepter et être à l'aise avec leur corps plus chétif. Ils regardent les autres hommes plus costauds autour d'eux et considèrent qu'ils se rapprochent plus de l'idée que la société se fait de la masculinité. La masculinité, c'est vraiment le fun que tu en parles parce que même si c'est jamais vraiment le sujet principal, tu sais, de mes livres, c'est toujours là, tu sais. Puis je pense que j'y réfléchissais, puis je pense que c'est même une des premières choses qui m'a poussé à écrire parce que on dirait qu'il n'y avait pas d'espace pour que moi je parle de mon rapport à la masculinité, qui n'était pas nécessairement, c'est pas nécessairement que je voulais la rejeter. Au contraire, j'aurais voulu y adhérer, puis j'avais comme de l'admiration devant la masculinité, j'en ai encore, mais j'avais besoin d'écrire pour dire que j'étais faible par rapport à elle ou même comme pour m'avouer vaincu. Parce que, comme tu le dis, c'est pas juste la personnalité, c'est aussi le corps, tu sais, qui répond pas à des standards. Donc, écrire pour moi, ça m'a donné l'espace pour explorer ce que ça me semblait être personnel, ce problème-là avec la masculinité, mais en fait, je savais pas que c'était relié à mon orientation sexuelle, puis à mon identité finalement. Donc, écrire, ça t'a permis de découvrir ça, en gros? Ouais, exactement. Ben, il y a toujours des choses, des thèmes, je veux pas, qui ressortent quand on écrit, qu'on n'a pas vraiment voulu, qu'on n'a pas vraiment pensé en écrivant. Ouais, exactement. C'est vrai. Les narrateurs d'Antoine Charbonneau de Merse possèdent une très forte libido, ce terme désignant toute énergie psychique et sexuelle. Ce concept propre aux pulsions du ça en psychanalyse est omniprésent chez Charbonneau de Merse, que ce soit par la sexualité étalée explicitement à travers les pages ou encore par les énergies surnaturelles et oniriques qui semblent parfois les guider. Le ratage, c'est la fiction. Tous les mensonges que j'ai ajoutés à la vérité pour essayer de traduire l'autorité d'une chose spirituelle, mystique, surhumaine, occulte, une chose innommable. Le vrai travail, ce n'est pas d'écrire, c'est de s'agenouiller. C'est de se mettre au service de tout ce qui réfléchit beaucoup mieux que moi. Dieu, par exemple, saurait mieux que moi ce que je dois dire de moi. C'est drôle que tu associes, c'est intéressant que tu associes la libido à comme une énergie surnaturelle ou même à la spiritualité. Parce que pour moi, il y a vraiment un lien là, entre la sexualité puis la spiritualité, comme si les deux faisaient partie pour moi en tout cas, d'une dimension intime. Puis quand j'écris, il y a vraiment comme ce désir de parler de mon intimité. Puis c'est drôle aussi que tu fasses la psychanalyse de mon travail parce que je suis allé voir un psy dernièrement, un psychologue. Je suis allé voir comme 2 fois. Puis j'ai haï ça parce que je trouvais que ça manquait de magie. Okay. Puis on dirait qu'avec la psychanalyse, il y a comme quelque chose tu sais, comme qui me ramène à la littérature un peu. Fait que je suis vraiment curieux de lire ton texte au complet parce que c'est vraiment des choses auxquelles j'avais pas pensé puis qui sont vraiment intéressantes. L'écriture de Charbonneau de Merse est une forme d'autoconservation. Il laisse des écrits, ce qui lui garantit une postérité intellectuelle. De plus, cet instinct qui le pousse à narrer son vécu est, pour lui, une façon de démontrer son amour. Quand on pense aux amitiés précieuses des narrateurs et à l'amour qu'ils ont pour leur famille, il est évident que les pulsions de vie sont tout aussi intenses que celles de mort, et cela montre le conflit qui vient opposer les deux forces. On ne peut pas dire que faire le récit de soi dans un livre, c'est un geste narcissique. C'est pas narcissique, c'est une façon d'aimer. Dans une des lettres du balado « Lettres à grand môme », Charbonneau de Merse relate une conversation avec son ami à propos de ce projet. Il me demandait si j'allais être rough. J'ai pris une grande inspiration, puis j'ai dit « Non, je vais pas être rough. Je suis jamais rough.
j'ai plus envie de guérir. Guérir quoi? Guérir ma famille. Autoconservation, ça, c'est vraiment un mot que que je vais garder parce que j'avais jamais pensé à ça. Puis, c'est vrai qu'il y a ça, parce que il y a, il y a comme le désir d'écrire pour que ma vie compte en quelque sorte, tu sais, comme pour pas avoir vécu les choses pour rien, comme disait Annie Ernaux. Puis, euh, attends, il y a d'autres choses que je veux dire aussi. Ah oui, mais en même temps, à court terme, j'ai quand même envie qu'il se passe quelque chose, tu sais. J'ai comme envie de compenser avec ma nature qui est comme plus timide ou qui offre pas nécessairement, j'offre pas nécessairement ma vulnérabilité aux gens que j'aime au quotidien. Puis écrire, pour moi, c'est un peu le moyen, oui, de faire mon histoire, mais surtout d'agir envers ceux que j'aime pour leur montrer que je peux être vulnérable moi aussi, puis que je suis presque le soit envers moi. Donc, c'est là où je trouve que c'est une forme d'amour que d'écrire. Tu sais. Les personnages adolescents dans les œuvres de Charbonneau de Mers ont tous le désir de partir vivre à Montréal un jour pour vivre amplement leur jeunesse, puisque la région les enferme et ne leur permet pas de s'épanouir. Ils se sentent emprisonnés en Abitibi. Fuck you, ma gang de style No Life dans votre trou perdu de raccoin du monde. L'Abitibi est un endroit où ils peuvent moins s'exprimer librement, où ils se sentent opprimés à cause de la mentalité parfois rétrograde des gens de la région. Selon le narrateur de la nouvelle La femme a refait le monde, les gens n'y ont pas de rêve, n'ont aucun secret et sont ordinairement heureux. L'Abitibi me hait. J'ai trop d'envies superficielles qui ne se contentent pas dans des bancs de neige. J'ai gardé le teint de vinyle des maisons sans âme et les organes malades d'avoir respiré l'air des cheminées de la mine. Mais j'ai trouvé à Montréal un décor où j'ai enfin le droit de ne pas être une personne vraie. Ça me fait rire d'entendre la citation parce que je me rappelle pas de tout ce que j'ai écrit, mais ça me fait un drôle d'effet là, de le réentendre. Mais c'est intéressant que tu parles de ça parce que euh, j'ai toujours eu comme quand j'étais à Rouen, j'avais vraiment comme l'impression qu'on parlait d'affaires vraiment concrètes, tu sais, le territoire. On était comme dans des enjeux vraiment concrets, puis j'avais vraiment envie de, comme je le dis dans l'extrait, c'est de superficialité ou d'artificialité, comme si j'aimais le plastique, ou tu sais, j'avais envie de. Puis on dirait qu'il y avait que l'histoire se passait toujours dans la ville. Je sais que des fois, on rêve à ailleurs, tu sais, mais moi, j'avais l'impression d'être né déjà ailleurs. Tu sais, je voulais être là où l'histoire se passe. J'avais l'impression que les gens avaient plus le droit d'être des personnages. Fait que c'est vraiment partout, dans tout ce que j'ai écrit, quasiment ce rapport-là entre la ville puis la région. Fait que je trouve ça intéressant que tu en parles. Ça fait penser aussi à un moment donné, ma mère avait lu un livre d'un auteur de la région. Puis quand j'avais demandé qu'est-ce qu'elle en pensait, elle avait dit ça fait régional. Ça m'avait vraiment marqué parce que j'étais comme c'est exactement ça que je voulais pas reproduire. Fait que, et pas parce que c'était mauvais, mais parce que c'est comme là-dedans que j'avais évolué, puis ça me tentait plus, tu sais. Voilà. Dans la nouvelle Cette sacoche m'appartient, le personnage principal mentionne qu'il admire Étienne et Horace, deux jeunes hommes de son école qui osent afficher leur côté coloré en jouant avec les codes vestimentaires. Ils affichent sans gêne leur marginalité avec leur chandail crop-top à paillettes, leurs sacoches et leurs talons hauts. Deux énergumènes qui se moquent de la personne qui les regarde. J'aimerais avoir la même arrogance. On apprend toutefois que cette façon de se faire remarquer cache une blessure, celle d'avoir été rejeté. Leur look étonnant devient ainsi une carapace. Ces deux personnages-là, c'est drôle parce que je me suis inspiré de deux personnes que je connaissais à mon école secondaire, que aujourd'hui j'admire, mais qu'à l'époque, je jugeais un peu, ou je trouvais qu'ils allaient trop loin dans leur arrogance, dans leur façon de s'habiller ou de se montrer. Mais en fait, c'était deux personnes qui, comme tu le dis, avaient été blessées, puis qui avaient aussi quelque chose quelque chose à dire. Puis on dirait que quand on m'a demandé d'écrire une nouvelle pour des jeunes, j'ai quand même eu envie de corriger un peu le regard que j'avais eu
sur eux à cette époque-là. Allô, Antoine! Salut! Fait que, ben, pour nous, ça a vraiment été un privilège d'avoir ce contact-là avec toi pendant toute la session, puis quand même de se plonger dans une œuvre aussi intensément. Puis c'est aussi vraiment gratifiant de voir la revue en produit fini sortir à la fin de la session. Puis je sais que toi, tu as aussi vécu l'expérience en 2013, puis je me demandais ce qui t'a marqué, toi, de ta dernière session d'art et lettres au Cégep. Ben, en fait, je suis encore plus honoré parce que je l'ai faite, puis je sais à quel point c'est un gros travail. Fait que d'être l'objet, tu sais, ben pas moi, mais que mon travail soit l'objet du vôtre, je trouve que c'est vraiment le fun parce que c'est rare, c'est les gens qui vont lire toute une œuvre ou qui vont aller si loin, tu sais, dans mon œuvre. Fait que ça me touche énormément. Puis moi, ce que j'en avais retiré, c'est justement toute la rigueur que ça demande que de travailler sur l'œuvre d'un écrivain, d'une écrivaine, dans notre cas, c'était Jeanne-Mance de Lille, qui m'a tellement influencé dans mes premiers pas dans l'écriture, jusque dans les thèmes même, parce que Jeanne-Mance de Lille, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup de sexualité, qui avait des livres qui se passaient dans la région, puis ça m'a influencé dans le moteur. Tu sais, on avait comme je sais pas, quand je l'ai rencontrée en vrai, je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose chez elle que je retrouve chez moi qui me pousse à écrire. Donc, ça m'a influencé jusque dans les thèmes que j'ai abordés. Puis, je vais toujours me souvenir c'était Julie Gingras qui nous enseignait ce cours-là. Puis, elle m'avait dit, j'avais remis à un moment donné, parce que je sais ce que c'est être au cégep, puis être en fin de session, puis des fois, on n'a pas le temps, on est fatigué, ou on prend pas le temps. Puis, j'avais remis une version de mon travail qui était vraiment bâclée. Puis, elle m'avait dit, t'as pas envie, toi, tu sais, tu t'en vas étudier en création littéraire, t'as pas envie de faire quelque chose de bon, tu sais. Puis ça m'a toujours resté, ça, parce que c'est comme, ah ouais, c'est pas parce que je suis au cégep que ce que je fais, ça n'a pas de valeur, tu sais. Puis dernièrement, mon père a ressorti la revue sur Jeanne-Mance de Lille, puis j'ai relu mon texte, puis c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui était déçue parce que j'avais pas donné tout ce que je pouvais donner, alors que j'avais tellement aimé Jeanne-Mance de Lille. Fait que ça a été vraiment une expérience hyper formatrice pour moi de faire la revue. Puis je ne sais pas si toi, est-ce que c'est un parcours que tu comptes entamer, la littérature? Est-ce que c'est ce que tu comptes faire après cégep? Bien, là, pour l'instant, je suis inscrite en journaliste, en communication. Fait que c'est un peu différent. Mais c'est ça que Sarah-Jeanne me disait, là, peut-être que je pourrais être ta journaliste officielle qui te suit dans tous tes projets en France et partout. Mais il y a plusieurs journalistes mais le journalisme, c'est une forme d'écriture. Fait que, mais c'est intéressant. Oui, mais c'est ça, c'est vraiment inspirant de voir un finissant, tu sais, que tu étais à notre place il y a un peu moins de 10 ans, puis tu sais, que tu es là aujourd'hui. Fait que, en tout cas, c'est bien. Je me demande si nous aussi, on va avoir un parcours aussi passionnant que le tien. Puis, ben, merci beaucoup pour ta présence tout au long de la session. Puis, au nom de tous les finissants, là, je pense que je peux dire que ça a vraiment été une super belle expérience pour nous. Merci à vous, franchement.